Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Des livres et des lettres. Au Bénin, il y a comme une littérature spécialisée sur sa personne qui se développe depuis un bout de temps maintenant. Je parlais de Patrice Talon, le président de la République du Bénin. Aujourd'hui, nous recevons un auteur qui a commis aussi un ouvrage sur sa gouvernance concernant le premier quinquennat. Le titre, The Master of the Game. C'est de quelqu'un qui est très habitué de ce plateau-là, Kofi Roland Bessangbo, qui s'est essayé donc à nous décrire et à nous présenter qui c'est que c'est Patrice Talon. Monsieur Bessangbo, bonjour. Bonjour. Bienvenue à nouveau sur votre plateau. Cette fois-ci, il vous a plu de nous faire dans une sorte de biographie, mais aussi de compte rendu de l'action d'un homme, afin de nous permettre de mieux l'appréhender dans, je dois dire, son élan, dans son action pour, dans la gestion de ce pays. Pourquoi vous choisissez, vous qui étiez plus attaché à des sujets, je dois dire, d'ordre de développement personnel, pourquoi il vous a plu de vous attacher, de vous intéresser à un homme? Est-ce que je me suis intéressé à un homme? Je me suis intéressé à notre pays, au développement du pays. Et c'est ce qui me pousse beaucoup plus à m'investir dans la littérature parce que ça nous permet déjà de renseigner non seulement les générations actuelles, mais les générations futures. On se rend compte que l'anachronisme nous a amenés dans l'abysse dans laquelle on se retrouve. Et dès qu'on a un champ qu'on peut analyser, qu'on peut essayer d'observer, essayer de se questionner par rapport à son fonctionnement, pourquoi ne pas se lancer? Et puis cela relève aussi d'une responsabilité citoyenne, et pourquoi pas patriotique. Et cela aurait pu porter sur notre président, celui d'hier ou peut-être de demain, on ne le connaît peut-être pas, mais pourquoi lui singulièrement? Lui, parce qu'à un moment donné, l'actualité politique nous a offert de beaux scénarios. Et on s'est levé un beau jour et on a vu que déjà dans le régime précédent, il a été un acteur majeur. Et avec le développement de sa brouille contre l'ancien président, on a commencé par découvrir l'homme. Et ça m'a intrigué, ça m'a interpellé. J'ai commencé par l'observer, par me dire, bon, tiens, celui-là, il me rappelle quand même des personnages, une certaine personnalité que j'ai souvent découverte dans des bouquins. Donc, je veux m'assurer qu'il répond convenablement à ce que je lis. Donc, j'ai commencé par m'intéresser à fouiller sur lui, l'observer beaucoup plus. Je n'ai jamais eu l'occasion de le rencontrer physiquement. Je ne le connais pas personnellement, mais des situations de la vie, des descriptions de part et d'autre à travers mes recherches m'ont permis de cerner un peu qui il est. Et je me suis dit, pourquoi ne pas proposer celui-là. Qui il est alors? Oh, c'est un leader charismatique. Je dirais, il y a une certaine étude que les gens se refusent à faire, mais qui est de l'ordre de la nature, c'est qu'il y a la loi des minorités. Les minorités, cette minorité-là, c'est ceux qui arrivent à se hisser au sommet même de la chaîne, comment on dit, humaine, au sommet même de chaîne sociale, et puis essayer c'est celui-là même qui arrive à défier tout ce qui est sur son chemin comme obstacle pour pouvoir obtenir ce qu'il a développé l'ambition d'avoir. Oui, mais est-ce qu'on n'est pas en train de surfaire des traits d'un homme normal, tout naturel? Comme je l'ai dit dans mon introduction, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un marché que décrit sur le Patrice Talon. Moi, déjà, ce n'est pas forcément un marché. Je n'ai pas vu la situation comme étant un marché. C'est aussi une certaine... Je suis témoin
des faits qui se sont déroulés sous mes yeux. Et à force de lire, par exemple, les livres comme la Bible, j'ai vu que des gens sont écrits il y a des millénaires. Et puis ça nous trouve aujourd'hui. Et on s'est dit, ça nous ressemble ça toujours. nous ressemble toujours. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas laisser une trace de ce que j'ai vécu, ce que j'ai observé à des gens qui peut-être s'en trouveront édifiés, instruits à un moment où nous on ne serait plus là. Donc voilà beaucoup plus. Et vous aviez retracé, vous êtes revenu sur, enfin dans ce bouquin, sur les grandes étapes à la fois de sa marche pour l'accession du pouvoir, mais aussi de sa gestion du pouvoir pendant les 5 premières années. Il m'intéresse bien de connaître comment il a vécu, je dois dire, le temps d'exil. Quand vous aviez fouillé, qu'est-ce que vous aviez vu? Oh, c'est d'abord quelqu'un qui, ma foi, s'est trouvé un peu plus dans un certain embarras. C'est sûr que c'était difficile pour lui de laisser ses affaires. C'est pas bon, quelqu'un qui avait déjà un contrat dans le pays, on résilie le contrat et puis bon. Donc c'est un homme qui était partagé beaucoup plus entre l'envie de se soumettre au désir du chef en place et peut-être ce désir de le défier, de prendre sa revanche et de pouvoir lui montrer que bon, lui-même, il peut conquérir le pouvoir. C'est ça qu'il a décidé à s'engager dans la conquête du pouvoir? Oui, à un moment donné, ça a fini par peser. Parce qu'il devait quand même restaurer ses affaires, il devait quand même essayer de voir dans quelle mesure le pouvoir en Afrique, au Bénin, peut quand même nuire à l'émergence économique. Donc, il s'est dit que s'il a la possibilité de régler quelque chose, de corriger quelque chose, la preuve, à un moment donné, il a reconnu qu'ils ont été responsables de l'état des confitures. De choses, en tout cas. Et après, il faut quand même que ces gens-là prennent conscience pour se dire que des gens souffrent, il faut venir quand même corriger le tir. Alors, vous avez parlé du concept de nouveau départ, la période électorale. À quel moment avez-vous senti que c'est le monsieur qui prendra le pouvoir dans sa marche? Dès le début. Depuis le début? Curieusement, depuis le début. Comme c'est un personnage qui m'est familier à travers mes livres, mes recherches personnelles, il a la culture de la gagne. C'est quelqu'un qui se lance des défis, qui sait rêver grand et qui sait qu'il a quelque chose en lui. Lui-même, il le décrit comme un génie. Mais c'est la nature qui récompense ceux qui arrivent à oser autant pour quand même montrer aux gens que on peut toujours s'offrir de belles victoires, même si on semble être un outsider à un moment donné. Donc, dès le départ, depuis 2012, je voyais la personne, dès il s'est prononcé, il a dit qu'il veut aller aux élections, je voyais beaucoup plus l'homme stratège. Il avait beaucoup plus misé sur une certaine stratégie. Mais ce n'était pas la campagne électorale la plus fringante, la plus emballante. C'était pas quand même... On en veut mieux, non? Oui, c'était pas la campagne électorale la plus fringante parce que on a tout fait de détourner l'attention des gens sur le travail stratégique qu'il faut faire pour gagner les élections. Au Bénin, les gens pensent que c'est juste, il faut dépenser de l'argent, il faut se faire certains contacts politiques et puis c'est fini. C'est là tout ce qui est exaltant dans sa victoire. À un moment donné, il était lâché de tous les politiques. Tout le monde allait sur ses adversaires qui donnaient beaucoup plus, qui dépensaient beaucoup plus que lui. Et lui, il était venu dans une mentalité de celui qui veut quand même essayer de baisser un peu le pouvoir de l'argent dans cette sphère-là. Donc, il a pris un risque et ça lui a marché. Mais très tôt, je savais que
il allait réussir parce que ceux de sa trempe qui se sont lancés dans ces défis-là ont plus très souvent eu gain de cause. Il a pris le pouvoir. Avez-vous toujours eu l'impression qu'il réussirait? Il avait promis 5 ans, hein, qu'il réussirait ce mandat-là ou qu'il ne réussirait pas. Vous qui avez déjà fouillé sur lui, bien avant même qu'il s'engage officiellement en politique. Si, depuis toujours, je dis celui-là, c'est quelqu'un qui a appris à gagner. Et il a dit que vous pensez qu'il a vraiment gagné son premier mandat là? Oui, il a réussi. Il a réussi. La réussite n'est pas dans le fait qu'il faut que l'économie devienne tout de suite prospère. La réussite n'est pas dans le fait qu'il faut que tous les ménages soient à l'aise. Non, c'est de remettre en question tous nos mauvaises mœurs. C'est de pouvoir réformer concrètement et profondément nos mauvaises habitudes qu'on essaie maintenant de nous remettre sur les rails du développement. C'est ça en fait, il faut découvrir le chemin qui conduit véritablement au développement. Beaucoup nous ont éloignés de ça et à un moment donné, j'aime un peu créer des images. C'est un peu comme on était dans un ravin. On nous a précipités, les dirigeants nous ont précipités dans un ravin et on devait se battre pour s'en sortir. Et la tâche n'était pas du tout facile. Ce n'est pas gagné d'avance. Donc, n'importe qui ne peut même pas le faire. Si celui-là n'est pas doté d'un certain courage, d'une certaine audace, de pouvoir se mettre même à dos tous ceux qui semblent avoir une certaine puissance dans le pays, pour pouvoir quand même essayer de sauver la maison Bénin. C'est ça en fait. Et le faire ainsi pendant le quinquennat, c'est déjà toute la réussite. Toutes les réformes ne sont pas passées, enfin, pratiquement tous. Mais quand vous dites réussir à nous débarrasser de nos mauvaises habitudes, est-ce que véritablement il a eu un succès sur ce plan? Puisque les affaires de détournement s'amoncellent toujours, on continue à brûler le feu tricolore, on continue toujours à faire dans le népotisme dans l'administration, les affaires, comme je l'ai dit, s'amoncellent d'une commune à une autre, que ce soit dans le domaine du foncier, que ce soit dans le domaine de la gestion des finances publiques, etc. On ne peut pas dire véritablement que c'est là-bas que ça fait rose. Vous savez, quand vous venez de donner un coup de talon dans la fourmilière, vous savez que tout le monde va un peu partout. C'est pas comme si, dans tous les sens, c'est pas comme si vous avez ordonné quelque chose. Il y a déjà cette crainte du gendarme qui revient. Même si avant je donne une anecdote. J'ai un ami en 2016 qui m'a rapporté qu'un douanier était allé le voir pour dire que celui qui est venu ne va pas forcément laisser la tâche facile. Ce sera plus aussi sucré comme c'était auparavant. Donc, il va falloir qu'il l'aide à réfléchir dans quel domaine il pourra investir son argent pour pouvoir se pérenniser sa fortune. Et moi, j'étais tout content. Parce que si déjà quand on fait un diagnostic, de tous nos travers dans le pays, ne pas reconnaître qu'un douanier ne peut pas être milliardaire, c'est qu'on tombe du sens. Ne pas reconnaître qu'un fonctionnaire ne peut pas être multimillionnaire, c'est de l'anomalie. Donc, si déjà quelqu'un vient et crée cette, je ne dirais pas cette psychose, mais cette crainte et instaure le respect de la chose publique. Avant, les gens pouvaient se servir facilement sans rien craindre. Aujourd'hui, on sait qu'il y a quelque chose, une institution comme la Criette là, et quand vous découvrez, vous allez répondre de vos faits, de vos méfaits et autres. Donc, vous avez parlé de l'affermissement, ça fait partie des premiers, je dois dire, des premiers objectifs qu'il s'est fixés, l'affermissement de son pouvoir. On en parlait, c'est le jargon qu'on a évoqué, de la restauration de l'image du président de la République. Vous pensez que l'image du président est restaurée?
au bout des 5 ans? Si. Craindre ou se faire craindre, est-ce que c'est restaurer son image? Non, il se fait pas craindre. Mais le président, à un moment donné, devait être... En fait, quand vous avez lu un peu les 48 lois du pouvoir, il me plaît quand même cette image que Robert Greene avait exposée de Louis XIV, le roi qui crée un certain mystère autour de lui. Quand le roi crée ce mystère-là, on ne sait pas où il va frapper, comment il va agir dans telle ou telle situation. Et c'est ça qui caractérise la chefferie. Le chef ne sort pas n'importe comment. Et Talon, c'est une façon pour lui de restaurer cela. Même si aujourd'hui, les médias nous ont montré que le leader, c'est celui qui est sur tous les fronts, qui doit être en train de prendre la parole à tout va, essayer de montrer qu'il est là, donner ses orientations. Sinon, quand on a des collaborateurs bien actifs, bien dynamiques, on leur donne les instructions et puis on reste là, on ne vous voit pas souvent, on ne vous remarque pas tout le temps, vous ne devenez pas ordinaire. Et là, on vous respecte. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de détachement ou de décalage ou d'éloignement? Je crois que le mot est le plus approprié. D'éloignement entre, je dois dire, l'image, l'institution du président de la République et les populations. Avant, on avait quand même quelqu'un qui était beaucoup plus proche de la masse. Désormais, on a quelqu'un qui s'enferme carrément, qui n'est pas visible et qui ne parle pas beaucoup. Oui, déjà, ça fait partie du raffermissement de son pouvoir. Oui, à un moment donné, il a remarqué que beaucoup plus sortir plus souvent relevait du populisme. On voulait toujours donner, essayer de formater un peu son électorat pour que l'image soit toujours présente et que l'on puisse viser les échéances électorales à venir. Donc, c'est ça en fait. C'était pas anodin que d'être tout le temps sur tous les tableaux pour se montrer. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est pas forcément quelqu'un qui a la boulimie du pouvoir. Ah oui, et ça fait, ça fait toute la différence. C'est quand même curieux, hein? C'est curieux, mais ça s'observe en fait. À un moment donné, vous allez vous remarquer que beaucoup plus en Afrique, on a plus de jouisseurs de pouvoir. Les gens qui, une fois président de leur pays, ils se disent qu'il faut qu'ils se prélassent de tous les avantages que leur confère leur rang. Et puis, ils se donnent quand même à cœur joie tout ce qui va avec, au point même d'oublier les défis que leur pays leur donne à réfléchir pour les sortir de leur pauvreté. Sur les 5 premières années, quelle est la réforme qui, à votre sens, n'a pas réussi ou a été mal placée? Une réforme mal placée, je ne dirais pas qu'une réforme a échoué. Échoué dans ce sens que il faut qu'on voit autrement les choses. Dans l'auteur de développement personnel, des livres de développement personnel que je suis, je peux dire on dit que c'est lorsque vous faites des erreurs, c'est lorsque vous échouez sur certaines pistes que vous trouvez le chemin adéquat pour aller vers l'accomplissement de votre but. Donc, le plus important, c'est de nous engager sur un chemin. J'ai essayé de lire La gouvernance de la Chine et j'ai compris une idée fondamentale de ce qui a permis à la Chine de se hisser au rang des puissances du monde. Ils ont créé, dès le départ, et Deng Xiaoping a dit, nous allons créer la réforme et l'ouverture. Donc ça leur a permis quand même de commencer par voir là où ça n'allait pas, de corriger leurs erreurs et de se lancer dans de nouveaux défis et de s'ouvrir au monde. Avant, c'était des communistes qui se disaient qu'ils n'avaient pas besoin de faire de l'économie de marché quelque chose de truc là. Mais ils se sont dit, si on fait cela, c'est notre déclin. Donc, ils se sont ouverts à la chose. Et 40 ans après, les voilà quand même des gens qui dominent le monde. En initiant les réformes, Talon a compris le principe.
il faut comprendre les principes qui conduisent au développement. Donc, il a compris cela, il a engagé. Il y a certainement des erreurs par endroit, mais ça va se corriger et ça se corrige au fur et à mesure. On n'a pas répondu à ma Donc, question. ça fait que, Oui, et même là où les magistrats ont essayé d'être contre beaucoup plus la suppression de la grève là. la suppression, non, la grève, le droit de grève, ça pouvait passer même. Et au niveau de la magistrature, du Conseil du Conseil supérieur de la magistrature. magistrature, ils ont des arguments pertinents. Mais le président aussi opposait quand même des arguments non moins pertinents. Ah ouais, pertinent. Oui, mais bon, il y a beaucoup plus, vous savez, on est dans un pays où il y a beaucoup plus de suspicions. Donc on ne se croit pas les uns aux autres. C'est normal quand on est en politique. La politique, c'est un jeu d'acteurs, et c'est surtout un jeu de manipulation, c'est surtout un jeu d'intérêt. Et donc ça ne peut pas forcément être comme entre 4 ou 5 enfants de cœur. Oui, mais là, des fois, quand on a en face des politiques et des administrés, bon, peut-être des fois, il faut se laisser aller à l'expérience, à l'expérimentation de ce qui se fait avant peut-être d'être contre. Vous savez, on a beaucoup plus baigné dans la théorie. Beaucoup de théories ont caractérisé nos faits et on a théorisé même la démocratie au point de penser que ça peut nous amener loin. Alors que ça nous a montré toutes ses limites et puis on peinait quand même à décoller depuis des lustres. Aujourd'hui, il a fallu que l'on prenne certaines initiatives et on est sûr quand même que dans les années à venir, le Bénin va quand même se faire une belle place. Comment va l'économie du Bénin à votre sens? L'économie du Bénin est en marche. Ah oui. Oui. Vous savez, quand on prend le chemin que M. Patrice Talon donne au navire bénin, je vais dire, ce n'est pas aussi simple de se dire qu'on va tout de suite atteindre les objectifs. Il y a parfois un désert à traverser. Quand je lis un peu comme la Bible, la traversée du désert du peuple d'Israël, même tout Dieu puissant qu'il est, à un moment donné, Moïse avait toute la chance de conduire le peuple très tôt vers la terre promise. Mais ils ont fait du chemin, ils ont traversé le désert, ils ont eu faim, ils ont eu soif. Il y en a, oui, même si la manne descendait à un moment donné, ils étaient fatigués d'avoir la même nourriture. Donc, il y a quand même les difficultés du chemin, c'est inhérent quand même à la réussite qu'on recherche. Donc, ne pas tout de suite se rester en cet instant T pour estimer qu'on a échoué ou que l'économie du Bénin est en difficulté. Dans la sous-région, c'est l'une des économies qui promettent le plus, quoi, je pense. Et vous dites que c'est quand même une école de gouvernance. Là, on est dans la laudation, on est dans la célébration. Non, pas la célébration. Souvent, nous avons vécu beaucoup d'échecs dans la gouvernance de nos pays. Et il en vient même que les jeunes générations en veulent beaucoup à leurs chefs, à leurs dirigeants. Ils ne croient même plus en eux parce que le chômage battant sont pleins. Il faut quand même essayer et il n'y a pas de solution en tant que telle. Donc, il n'y a même pas d'approche qui permette quand même de pouvoir sortir des masses du chômage, du sous-emploi et autres. Aujourd'hui, il y a une vision qui permet de faire augurer un avenir meilleur au pays. Donc, du coup, c'est quelqu'un qui répond, qui est allé à l'école. Patrice Talon n'a pas inventé ce qu'il est en train de faire. Des gens se l'ont fait avant lui. Quand vous lisez un peu l'histoire du père fondateur de Singapour, vous voyez un peu que Patrice Talon répond un peu, suit un tout petit peu les principes qui ont
guider sa gouvernance. Donc une école de gouvernance en ce sens que si on essaie d'appliquer un peu de ce qu'il est en train de proposer, nos pays d'Afrique ne vont plus forcément être ces éternels dominés de notre monde. Alors votre ouvrage a débordé légèrement hein, sur je dois dire, la reconquête du pouvoir en 2021. C'est vrai, on ne pourrait pas l'aborder ici parce que le temps il est complètement parti. Mais j'avoue que c'est un ouvrage suffisamment documenté, il faut le dire, avec beaucoup de détails, beaucoup de précisions sur tout ce qui s'est passé depuis l'exil, la conquête du pouvoir et la gestion du pouvoir, les 5 premières années. Mais à la fin, en fait, l'objectif final, c'est quoi? Et c'est la dernière question. L'objectif final, dans quel sens? De ce bouquin, oui, l'écriture de ce bouquin. L'écriture de ce bouquin, oui. C'est de montrer un nouveau leadership qui me semble être gagnant pour les pays africains. Ma foi, mon ambition, c'est un peu d'en faire un classique. Bientôt, vous savez, quand quelqu'un est à l'œuvre, ses contemporains ne sont pas toujours convaincus de ses actions, de la portée de ses actions. Mais quand il disparaît, on se rend compte qu'il avait une longueur d'avance. Donc, ça va permettre, ça va inspirer beaucoup d'autres dans leur façon de diriger leur pays. Et pourquoi pas? Parce que moi, je suis resté dans 3 champs différents. La croissance personnelle, la croissance des entreprises et puis le développement des pays. Donc, ça fait que il montre quand même la voie sur les 3, quoi. Merci beaucoup, Roland Bessongo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Ce fut un plaisir d'avoir partagé ces bons moments avec vous. On va se donner rendez-vous pour samedi prochain à partir de 11h. On va découvrir un autre auteur et son ouvrage. D'ici là, vous passez un excellent week-end.